Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à cette édition de ce téléjournal Érable en bref, entre autres, pour les nouvelles. Alors, une émission cette fois-ci consacrée à l'impact de ce tunnel pandémique pour les organismes communautaires, mais aussi pour les gens d'affaires. Dans un premier temps, Valérie Bourassa, qui est la directrice régionale de Centraide Centre du Québec, a décidé d'envoyer une lettre ouverte à notre gouvernement ainsi qu'aux médias, le but étant de reconnaître les organismes communautaires. Le constat: la pandémie, la rareté de la main-d'œuvre et l'inflation. Aujourd'hui, c'est la personne aidante qui crie à l'aide. Comment mettre fin à ce tunnel pandémique? Notre deuxième entrevue, vous avez déjà entendu cette phrase pour réussir en affaires: diversifie ton portefeuille. Est-ce encore vrai de penser ainsi en temps de pandémie? Comment les gens d'affaires ont vécu cette période difficile? Mon invité, Yvan Carrier, a justement diversifié ses investissements. Yvan Carrier, président de YGC, investisseur dans Lefrier et porte-parole lors de la marche pour un grand Plessisville. Yvan Carrier a accepté mon invitation de venir parler de restauration, de construction, mais également de développement. Malgré les apparences, tout n'a pas été facile pour lui. Yvan Carrier se considère comme un battant. Il a pris la décision de continuer à se battre. La vie continue. Elle n'arrête pas. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, eh bien, nous allons parler de nos organismes communautaires parce que je pense qu'il y a un cri d'alarme actuellement, en tout cas du côté de Centraide pour le centre du Québec. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons accueillir nul autre que la directrice régionale pour nous parler que l'impact de la pandémie qu'on a vécue, eh bien, ça fait mal. Ça fait mal à Centraide, ça fait mal à nos organismes communautaires, en ce sens qu'on va vous parler un peu du portrait, dont, entre autres, le manque d'employés. Et qui dit manque d'employés, dit également comment se porte notre clientèle aussi. Allons-y avec cette fameuse lettre qu'a envoyée d'ailleurs Valérie Bourassa. Bonjour Valérie. Bonjour Lydia. On va expliquer Centraide pour le centre du Québec. Vous en êtes la directrice régionale depuis peu quand même. Ça fait à peu près 1 an, je crois. Hein? Oui, en fait, j'ai eu l'intérim pendant près d'1 an, puis ça fait un peu plus d'1 an là, que j'ai la direction régionale. Alors, vous avez envoyé une lettre ouverte. Vous allez me dire, qu'est-ce qui vous a motivé à envoyer cette lettre aux médias? Bien, en fait, cette lettre ouverte-là a été envoyée par tous les Centraides du Québec. C'est une lettre ouverte qui a un rapport au mémoire qui a été déposé par tous les Centraides du Québec au gouvernement, avec des recommandations là, pour appuyer de façon plus adéquate le milieu communautaire. Alors, Qu'est-ce qu'elle raconte, cette lettre-là, Valérie? Bien, en fait, c'est vraiment au niveau du mémoire qui a été déposé par les Centraides qui explique un peu là, qu'est-ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. On le sait, au niveau de la pandémie, là, cette pandémie-là a vraiment révélé l'ampleur des inégalités sociales au grand jour. On s'en doutait, on le voyait peut-être pas autant, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc, tout a été décuplé. Puis avant, on parlait que le visage de la pauvreté, il n'y avait pas vraiment de visage, mais c'est encore plus vrai depuis 2 ans. C'est à peu près tout le monde qui avait qui pouvait mettre le genou à terre, qui pouvaient avoir besoin d'aide au niveau de la pandémie. Bon, allons-y, donnons des exemples, parce qu'on le sait, juste du côté alimentaire, les prix, ça n'arrête pas d'augmenter. Ouais. Plusieurs personnes sont sans travail et de plus en plus, on a besoin d'aide. Et là, on devient des clients et puis on va cogner à la porte de nos organismes communautaires. Alors, donne-moi quelques exemples pour nos organismes. Est-ce qu'eux aussi manquent d'employés? C'est quoi les problèmes réels actuellement pour nos organismes? On va y aller en 2 temps. Oui. Au niveau de la pandémie, ce que tu me demandais, moi, il y a une donnée que j'ai vue passer qui m'a vraiment heurtée. Depuis 2 ans environ, au niveau de l'aide alimentaire, il y a eu une augmentation de 22 des demandes. 22 là? Oui, 22 Donc, ça donne environ 600 000 personnes qui mensuellement doivent demander de l'aide alimentaire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, l'aide alimentaire, c'est les besoins de base. Manger, se vêtir et se loger. Donc, si ça, c'est pas comblé, c'est dur d'avancer, c'est dur d'étudier, c'est dur de travailler. Donc, il y a 600 000 personnes qui font des demandes d'aide alimentaire mensuellement. Puis, il y a 1 adulte sur 5 qui vit dans un foyer
avec une insécurité alimentaire de moyenne à grave. Donc, c'est assez troublant. Bon, mais parlons un peu de la clientèle. Alors, ces gens-là, si on fait affaire avec nos organismes communautaires, c'est parce qu'on a perdu un travail. Expliquez-nous un peu la situation, là, qu'on sache un peu Ça peut où être on à peu s'en près va. ça peut être à peu près n'importe quoi. On l'a vu, là, les scénarios se sont multipliés depuis 2 ans, des scénarios qu'on n'aurait jamais cru possibles. À peu près tout le monde a pu perdre son emploi, ou son conjoint ou sa conjointe perdait son emploi. Juste le fait d'être isolé, ça l'a amené des problèmes de santé mentale. Donc, après ça, c'est difficile de travailler, de reprendre un emploi. On a vu plusieurs secteurs d'activité qui ouvraient, qui fermaient, qui ouvraient, qui fermaient, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une instabilité et ça se répercute aussi dans notre portefeuille. Donc, présentement, on l'a vu tout le monde, le coût de la vie a augmenté de façon significative. La personne qui a besoin d'aide alimentaire, elle doit se loger aussi, mais là, on l'a vu au niveau du logement, la majorité des gens doivent dépenser au moins 30% de leur revenu mensuel. Donc, si en plus tu as besoin d'aide alimentaire, au niveau de ton salaire, il y a quelque chose qui se passe, là. Au Oui. niveau de l'essence, au niveau de l'épicerie, tout a augmenté. Donc, ça devient vraiment difficile de se remettre sur pattes si on a mis un genou à terre. Oui, puis même un autre exemple qu'on peut donner, une personne, par exemple, qui travaille, je ne sais pas moi, à 1 heure de sa demeure, avec le coût de l'essence, cette personne-là va peut-être être obligée de demander du chômage et d'arrêter d'aller travailler à cause du coût de l'essence aussi, là. Il y a plein de raisons, hein? Exactement. Donc, c'est là Bon. que les organismes font un travail monumental. Ils viennent vraiment en aide aux citoyens, à la population, à la communauté, pour être en mesure là, de réussir à résoudre certains problèmes et à amener un soutien qui parfois est temporaire, des fois peut-être un petit peu plus que temporaire. Bon, Centraide, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? Parce que même à l'intérieur de nos organismes même, on manque d'employés. Alors ça, Oui. c'est une situation précaire aussi. Bien, ça, c'est difficile parce qu'en fait, si on regarde au niveau du mémoire, il y a une des recommandations qui est de donner aux organismes les moyens d'assurer de meilleures conditions de travail de concert avec le regroupement. Donc, de juste offrir aux organismes le moyen d'être aussi compétitifs que les autres secteurs d'activité pour réussir à avoir une rétention d'employés. Et ces employés-là qui sont déjà là sont aussi épuisés depuis 2 ans avec tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie. Ils ont dû se réinventer leurs services, réinventer l'accompagnement qu'ils offraient avec un financement qui souvent n'est pas nécessairement adéquat. Donc, fait que ça, c'est difficile. À peu près dans tous les secteurs d'activité, là, partout, on manque d'employés, mais dans le secteur communautaire, là, c'est criant. Bon, et en quoi Centraide peut aider? C'est en envoyant des lettres ouvertes au gouvernement, c'est ça? Ou vous attendez une Bien, réponse bientôt? la lettre ouverte, en fait, c'est vraiment juste pour mettre à jour cette situation-là, pour informer les gens, puis qu'il y ait vraiment un son de cloche qui soit donné pour, pour, pour sensibiliser les gens à l'importance de l'action communautaire. Euh, on est là, tu sais, l'action communautaire est là en soutien avec tout le réseau public, souvent dans l'ombre, un petit peu moins dans l'ombre depuis 2 ans, mais on l'a vu, l'éducation, le milieu de l'éducation a été est épuisé, le milieu de la santé est épuisé, mais les organismes communautaires le sont aussi. Donc, c'est important de savoir ça et de réussir à les aider à juste remonter la pente, se réorganiser et continuer à faire le travail qu'ils font dans la communauté. Ce serait quoi le meilleur des scénarios pour que tout le monde soit content, là? Le meilleur scénario, c'est vraiment qu'il y ait une oreille attentive à la réalité du communautaire. Donc, nous, on a 3 recommandations qu'on a émises. Un, qui est une augmentation au niveau du financement des organismes pour qu'ils soient capables de faire leur travail. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est vraiment que le financement soit rattaché à la mission et non au projet. Souvent, les organismes communautaires se doivent de faire des demandes pour des projets précis. Donc, un projet de 8 mois, ils ont une main-d'œuvre qui est rattachée à ça, mais la personne peut partir en plein milieu du contrat parce qu'à quelque part, elle cherche quelque chose d'autre parce qu'au bout de 8 mois, il n'y a plus d'emploi. Donc, c'est pas certain si ça va continuer ou donc une personne peut, tu sais, un projet peut y avoir 3 intervenants qui vont travailler dessus. Donc, que ce soit vraiment rattaché à la mission pour aider à ce qu'il y ait une constance au niveau du personnel, mais aussi pour c'est de faire confiance aux communautaires. C'est les gens qui sont experts du terrain, ils sont là, ils vivent les enjeux. Nous, on est sur le terrain avec eux, puis on les voit travailler, on voit qu'ils ont l'expertise. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième recommandation. Ce qui amène sur la troisième,
justement de permettre aux communautaires d'être aussi compétitifs que les autres domaines pour la rétention d'emploi, d'être capable d'embaucher du personnel qualifié. Et ce qui peut peut-être vous aider, parce que j'écoutais aux nouvelles dernièrement, et là, c'est vraiment le gouvernement qui le disait, avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, on dit que le Québec va peut-être même devenir une terre d'accueil pour certains Ukrainiens, parce qu'il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens au Québec. Oui. Alors, on commence par les familles ukrainiennes qui vont accueillir leur monde, mais après ça, on va développer, et il a rajouté qu'on va compter sur nos organismes communautaires. Alors, j'ai retenu cette petite phrase-là. Alors, peut-être qu'il y aura des bouleversements là, au cours des prochaines heures ou au cours des prochaines semaines aussi, suite à ce qui se passe aussi en Ukraine. Est-ce que c'est possible? Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est certain qu'on l'a vu dans d'autres crises humanitaires. Le Québec a toujours été une terre d'accueil. Il y a eu d'autres conflits avant. On peut penser à la Syrie où on était une terre d'accueil aussi. Puis la communauté ukrainienne, c'est vrai qu'elle est grande au Québec. Et c'est certain que les organismes communautaires vont jouer un rôle important, c'est certain, dans cet accueil-là. Voilà. Alors, la conclusion maintenant, Valérie Bourassa. Alors, je vous la laisse donc, parce que je pense que c'est un beau témoignage qu'on vient de faire. Et la lettre qu'on a écrite au gouvernement, cette lettre-là était nécessaire. Oui, tout à fait. Bien, pendant 2 ans, les gens ont pu comprendre un peu l'importance de l'action du communautaire, plus que jamais. Il y a eu des belles actions qui ont été posées, puis même des gestes d'entraide de la population, des gens qui n'étaient pas nécessairement, qui n'étaient pas vraiment impliqués dans le bénévolat. Il y a des gens qui ont pris le relais, qui sont venus aider les organismes communautaires. Il y a des gens qui n'ont jamais eu besoin d'aide, qui ont dû en demander. Donc, il y a une nouvelle réalité qui s'est instaurée. Et malgré le fait qu'on espère qu'on sort de la crise présentement, on sait que c'est pas terminé. Puis ils ont encore beaucoup, beaucoup de boulot à accomplir pour que la communauté aille bien. Eh bien, Valérie, je compte sur vous. Aussitôt que vous avez une réponse de notre gouvernement, parce que c'est bon aussi d'en parler, hein, parce que il y a sûrement des oreilles qui vont entendre aussi cette entrevue-là. Alors, vous communiquez avec moi immédiatement. D'accord, Valérie? Je compte sur vous. Fantastique. Merci beaucoup. Belle continuation. Alors, je m'entretenais donc avec Madame Valérie Bourassa, qui est directrice régionale Centraide, Centre du Québec. Alors, aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, je ne sais pas si on appelle ça une idée de génie, mais il fallait absolument que je trouve, ça c'était mon défi à relever, que je trouve un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui avait accepté de diversifier finalement son portefeuille. Alors, j'en ai trouvé un, et je vous demanderai peut-être de deviner. Alors, il est restaurateur, il est également dans le monde de la construction. Il a fait le dernier... il a pris la parole lors de la marche silencieuse en ce qui concerne le Grand Plessisville. Alors, vous avez sûrement deviné, il s'agit donc de Yvan Carrier de Construction YGC. Il en est d'ailleurs le président. Alors, bonjour Yvan. Bonjour Lydia, comment ça va? Ça va bien, mais vous, est-ce que ça va bien? Ah, moi, ça va bien. Présenté de même, moi, c'est sûr que ça va bien officiellement. Là. Ça va mieux, ça commence à mieux aller. Là, oui, parce que quand vous êtes rentré dans le monde des affaires, c'est ça, on va parler un peu d'Yvan Carrier avant la pandémie. Oui. Yvan Carrier, les affaires florissantes, mais des difficultés pour l'avancement, en tout cas dans le monde de la construction, pour construire des nouvelles bâtisses, etc. Mais la diversification, vous avez été élevé là-dedans, hein, même parce que de père en fils, entre autres, il faut se diversifier, il faut avoir plusieurs portefeuilles, sinon quand il y en a un qui est au plus bas, ben ça nous permet, les deux autres nous permettent de remonter la pente. Sauf que là, en temps de pandémie, ben les 3 entreprises, ça n'a pas dû être évident d'avoir choisi la diversité dans le monde des affaires. Oui, écoute, on parle de diversité, là, puis tu sais, c'est sûr que ça ne gère pas comme un portefeuille boursier, là. Tu sais, achètes de la techno, puis après ça, tu achètes de l'agriculture, puis tu achètes des choses, puis là, tu te fies un petit peu à ça. Tu sais, dans le fond, moi, en 93, quand je suis parti avec mon père en construction, puis bien évidemment, il m'a éduqué là, au niveau des affaires, ben on a monté une belle entreprise au niveau construction. Présentement, tu parles de diversification, là, au niveau construction,
construction, c'est diversifier aussi au côté immobilier. Hein. Et Construction YGC, c'est une entreprise de construction, mais c'est aussi un promoteur immobilier. Okay? On touche, on essaie de voir l'ouvrage, on essaie de voir les projets, on essaie de voir au développement de notre municipalité, de nos municipalités, parce que je suis beaucoup à Princeville aussi, je suis à Plessisville, puis Paroisse, Ville, et ainsi de suite. Puis c'est sûr, ou ce qui nous amène ailleurs aussi, c'est bien évidemment aussi, ça peut être la famille. Là, on s'est comme un petit peu diversifié. On s'est diversifié. Je me suis diversifié un petit peu en restauration parce que je me suis impliqué en restauration avec des partenaires, dont un est mon fils, Samuel, que j'ai amené avec moi. Puis là, c'est certain là, que... On peut nommer l'entreprise Le Frier. Là, oui, c'est ça. On a la bannière de Le Frier, là, le restaurant déjeuner. Et puis, écoute, moi, je pense que le timing était très, très bon pour... mais qui aurait deviné? Qui aurait pu voir le tsunami qui s'en venait sur nous autres? Regarde, on l'a jamais, puis ça a jamais été dans mes... ça n'a jamais été dans ma manière d'être, moi, de regarder ce qui vient. Puis moi, je suis un fonceur, puis j'ai toujours été comme ça. Puis écoute, je dis pas que c'est bon, puis je dis pas que c'est exactement ça qu'il faut faire, mais moi, c'est dans ma personnalité, je suis comme ça. Quand je me baisse la tête, je fonce, puis j'y vais. Puis il n'y avait rien en avant de moi. Jusqu'à temps qu'à un petit moment donné, j'aurais peut-être dû lever la tête, puis là, regarde, on a cogné un mur. Mais qui l'a vu venir? Personne ne l'a vu venir, celle-là. Là. Alors, Yvan, je t'arrête un peu parce que, bon, quand Le Frier a ouvert, c'était en quelle année? Juste en 2020. Voilà. Donc, en 2020, on a eu le temps de faire le lancement, une conférence de presse. Oui. C'était big, hein? Vous avez fait ça vraiment. Donc, tu étais présente. Oui, exactement. Ça a été une belle affaire. C'est ça. Et quelques temps après, vous avez ouvert combien de temps avant qu'on dise de fermer? On a été ouvert peut-être 5 mois avec les restrictions, puis ils ont commencé à fermer un petit peu des sections, diminuer la quantité à l'intérieur pour simplement nous fermer. Mais en tant qu'homme d'affaires, on voit ça aller. Là, j'aimerais ça que tu me parles aussi de ton émotion. Là. Oui. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi tes interrogations? Ben moi, c'est la peine. C'est de la peine que j'ai. De voir tous ces efforts-là, d'avoir des soutiens, parce que nous autres, on était peut-être un petit peu plus touchés que les autres. Hein. On est un restaurant déjeuner, nous autres, on roule pas quand on veut. Puis on était comme pas assez vieux pour avoir, tu sais, il y en a d'autres qui ont eu 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans pour ramasser leurs argent, pour être capable de parer à une situation telle qu'elle était là. Nous autres, on n'a pas eu ça, puis on était comme exclus de beaucoup de subventions. On n'a pas eu de subventions, nous autres. On va sortir de là avec des dettes. Aujourd'hui, nous, on a des dettes, on a des pertes d'employés, c'est difficile de toujours ramener. Les gens sont partis faire autre chose. Il y a de l'ouvrage, il y a beaucoup de travail. On parle pas de fermeture, là. Non, on parle pas de fermeture. Regarde, on va endurer ça, puis les gens, regarde, tant les gens sont permissifs avec nous autres, puis comprennent que, regarde, on essaie d'avoir le plus de personnel possible, puis tu sais, les gens donnent des chances, puis on est content de voir le monde. On était tellement heureux de revoir les salles pleines les fins de semaine, puis des gens qui reprennent l'habitude parce qu'on a tué l'habitude, là. Bien, exactement. C'est comme à recommencer, comme si on était au début. C'est recommencer au complet de A à Z. Donc, 2 fois. Bon. 2 fois. Là, revenons aux constructeurs. Oui. OK. La construction, actuellement, tout augmente. C'est incroyable. Ouais. Même on parle d'économie. En tout cas, t'es au courant. Je te dirais que même nous autres, on n'en suit pas, la cadence. Là. On a de la misère à suivre la cadence. On est vraiment au fait de tout ça. Puis honnêtement, Lydia, j'ai jamais vu rentrer autant de courriels sur mon ordinateur qui me dit « Hey, Yvan, regarde, on te renvoie, on est désolé, mais on renvoie encore une augmentation. Yvan, on a encore une augmentation. Hey, Yvan, il faudrait que tu passes tes commandes tout de suite parce qu'à la fin du mois, on a telle augmentation. » Ça l'arrête pas. Ça fait 1 an et demi, un an et demi. Là, on atteint des sommets, c'est faramineux. Mais ce qui est le plus inquiétant, puis ça m'inquiète, mais ça crée un problème qui est beau pour nous autres, là, qui est plus beau, mais les gens n'arrêtent pas de consommer. Les gens consomment tout de même. Là, malgré les prix, les gens consomment et consomment et consomment, mais
ne peuvent aussi pas nécessairement arrêter. Il y a un problème de place où vivre aujourd'hui, là. Il manque de maisons, il manque de logements, il manque de tout. Fait que les gens sont comme pris pour se loger et pris pour habiter en quelque part. Tu sais, ils sont comme pris dans ce tourbillon-là. Puis ils font le choix de dire, bon, mais on n'a pas le choix. Allons-y, regarde, on n'a pas le choix pour des maisons qui montent de 20, 30, tu sais, c'est 30 là, c'est quelque chose. C'est ça. Là. Heureusement qu'on est en région. Oui. Une maison neuve aujourd'hui pourrait coûter combien? Là? Si on fait une moyenne vois-tu, là, il y a des petits jumelés qu'on faisait, là, je te dirais, là, avant la pandémie, puis tout ce qui a créé tout ça, là, qu'on sortait des alentours de peut-être 160 000. Aujourd'hui, se vendent 230, là. Fait que c'est 160, 170 000, passé à 230. Puis, mais ça, c'est une chose. Là, tu sais, là, tu me parles de prix, puis le prix, ce n'est qu'un item. Oui, exact. L'autre, c'est l'enjeu, le gros de l'enjeu, c'est la disponibilité du matériel. Oui. Là, on l'a pas, là. Aujourd'hui, là, on a moi, aujourd'hui, je te vends une maison, là, live, là, OK? Ben, c'est ça, je peux pas te livrer probablement avant Noël, probablement après. C'est fini pour 2022. Puis on est tout de même au mois de mars. Mais j'ai pas de chevron, j'ai pas de plancher, j'ai pas... en plus de payer cher, tu l'as pas. Tu ne l'as pas. Oui, c'est ça. Faut réserver nos places, puis c'est comme ça, là. On a des gros contrats d'envergure, là, en structure métallique, puis on est obligé il y a eu des augmentations au niveau de l'acier. C'est incroyable de voir les Acier, c'est plus 72,9 si on prend les prix de l'Association des constructeurs du Québec. C'est épouvantable. 2020-2021. On vient d'en signer une, là, je te dirais, là, qui avait été estimée à 2,5 millions puis qui s'est vendue 3,3 millions. C'est à moi d'aller expliquer aux propriétaires ce qui se passe, là. Parce que même lui, il arrive pas, là, à suivre toute cette cadence d'augmentation de prix puis tout ça, là. Mais à quoi c'est dû? Le manque d'employés, les transporteurs, la écoute, COVID, regarde, au niveau de l'acier, c'est pas compliqué. L'acier provient en majeure partie beaucoup d'un gros moulin qui se trouve en Caroline du Nord, je pense, ou du Sud. Et puis, manque de personnel, eux autres aussi, là, c'est la même affaire. Donc, s'il sort 60 de l'acier qu'il est supposé de sortir en temps normal de l'usine, ben, puis elle se retrouve dans des producteurs de structures ou de pontage comme Canam, puis si on 60 d'acier pour faire 100 de leur vente, ben ils prennent du retard, là. Là, présentement, dans l'acier, on est à 9 à 10 mois là, d'attente pour une structure d'acier, là. Pas pour la structure, pour le pontage, là. Tu sais, pour la toiture. Ah oui, le départ. Oui, c'est ça, là. Fait que c'est sûr que la personne qui se présente chez nous, Là, il faut que les industriels réfléchissent leurs projets puis soient 1 an à l'avance. Tu peux plus. C'est impossible maintenant d'arriver le 18 mars puis dire regarde, hey, moi là, ça me prend telle affaire parce que bien évidemment, on va avoir besoin de ça là, au mois d'octobre, fin octobre. C'est terminé, là. Fin octobre, on n'a même pas de structure, on n'a même pas commencé à creuser, ça sert à rien, ça va à l'année prochaine. Donc là, il faut vraiment puis, tu sais, c'est difficile dans un contexte où qui est sournois, parce que le contexte, appelons-le sournois, parce que le COVID, c'est très, très sournois, de dire qu'est-ce qui nous attend, là. Fait que la personne qu'il faut qu'il mette 3, 4, 5, 6 millions dans son usine, ben, il dit, écoute, c'est-tu safe, là, de faire ça, là? Ou c'est-tu... Tu sais, on repousse, mais c'est 1 an, là. Des projets en attente. Oui, des projets en attente. Là, juste avant que ne se termine notre entrevue, je voulais absolument qu'on revienne sur le Grand Plessisville. Vous avez, vous avez pris la parole, parce qu'en tant que constructeur aussi, pour qu'on arrive à développer autant Plessisville paroisse que la ville de Plessisville. Alors, maintenant que le paysage politique a changé, c'est quoi la suite? Ben écoute, là, la suite, pour moi, là, ben évidemment, comme tu dis, là, le ciel s'embleut, si ça peut être un mot, là. Écoute, le ciel est bleu à l'horizon. Je pense que on voit une volonté politique, puis provenant des deux côtés. Je pense qu'il y a eu des changements des deux côtés.
C'est sûr qu'au côté, là, du côté paroisse, là, on sent vraiment là, que la jeunesse a pris un tournant dans ce côté-là et puis qu'ils veulent vraiment, mais vraiment développer. Je suis à présenter quelques projets. On va le voir vraiment là, parce que je suis à présenter quelques projets dans les prochaines semaines à mon gouvernement, qui se trouve être la paroisse, parce que je suis en paroisse de Plessisville. Pour des projets qui demandent une connexion à la ville. Donc là, c'est là qu'on va voir si vraiment il va se passer quelque chose ou bien si on est en statu quo. Mon avis personnel à moi, OK, connaissant aussi la ville, je pense que ça va être un mandat qui va être comment je vous dirais bien ça, là, très important, puis que il va passer dans les annales, lui, là, ce mandat-là. Je pense qu'il va prendre de grandes décisions. Puis je pense que le conseil de la ville de Plessisville veulent autant que la paroisse de ces ententes-là. Oui, tu en as eu la preuve aussi, Yvan, la tournée qu'ils ont fait en autobus, tout le monde ensemble, pour savoir qu'est-ce qui existe chez vous, qu'est-ce qui existe chez nous. Puis quand tu parles de branchement, est-ce que c'est le branchement d'eau potable? Est-ce que c'est oui, quoi? Bien, c'est toujours ça, là. Tu sais, même si on joindrait un terrain à la ville, ça sert à rien. Moi, je mettrais 3 chevals en package. Moi, ça sert à rien. Quand on parle de connexion, on va parler de connexion d'égout. C'est ça. Mais ça, c'est pour moi. Mais tu sais, il y a de joindre au niveau des services, des loisirs, il y a autre chose. Moi, je parle de connexion parce que moi, je parle de développement immobilier, puis je parle de développement, là. Donc, mais il y a d'autres sphères de l'économie, là, qui vont être mises en œuvre, là. Oui. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que malgré tout ce qui vous est arrivé dans la diversification, quand on rencontre Yvan Carrier, le sourire est quand même là. Ben, de l'espoir, c'est sûr qu'il y en a, là. Regarde, écoute, la planète n'arrêtera pas de virer, là. Regarde, écoute, c'est sûr et certain que ça pourrait arriver que les forts, ils passent, puis les plus faibles en meurent un peu, là. Mais, regarde, moi, je pense que le meilleur est toujours à venir pour moi. Puis c'est mon dicton, là. Le meilleur est à venir. Puis je pense que quand la volonté y est, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral ou mondial, quand il y a une volonté de s'en sortir puis une volonté d'aller loin, on va y aller. Parce que je crois beaucoup en l'être humain, puis moi, je pense qu'on va... on peut avoir du sourire. OK, donc votre futur, c'est toujours le Frier, c'est toujours la construction et c'est toujours le Grand Plessisville. Et voilà on mise là-dessus. On a fait un bon résumé. Merci beaucoup, Yvan Carrier, d'avoir parlé en toute franchise aussi. Ça fait Merci, plaisir. au revoir. Érable en bref se termine ici. Là-dessus, passez une excellente semaine et surtout, si vous voulez revisionner nos émissions, tvc.org. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.